Bonsoir à tous. Soir d'info en seconde partie qui reçoit Maurice Soudieck-John. Il est professeur agrégé en sciences politiques à l'UGB, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Bonsoir professeur et merci d'être venu. Bonsoir Binta. Alors là, l'actualité politique est marquée par la situation au niveau de l'une des coalitions de l'opposition. Il y a eu Askan Wi. Vous avez certainement suivi l'actualité au niveau de cette coalition. Quelle est votre lecture sur ce qui arrive à Yewwi? Oui, je crois que ce qui arrive à Yewwi montre un peu les difficultés qu'il y a à élaborer des listes d'investiture parce qu'il y a beaucoup de contradictions en jeu, beaucoup d'intérêts, mais aussi une pluralité de leaders qui ont tous une certaine compétence, une certaine expérience politique et qui sont parfois à la tête de partis ou de mouvements qui, en toute évidence, veulent se positionner sur l'échiquier politique national. Ouais. Donc, il est normal qu'on assiste à de telles contradictions, à de telles empoignades, mais je crois qu'on aurait pu éviter ou en tout cas limiter ces frustrations. En quoi faisant par exemple si on était plus dans une logique d'inclusion, d'implication de la plupart des leaders et des acteurs politiques concernés afin d'avoir des critères plus objectifs fondés sur la représentativité, sur la capacité des acteurs à capter des suffrages et donc opérer des investissements qui répondent à ces critères objectivés. Et jusqu'où peut mener cette fronde au niveau de Yewwi Askan Wi? Je crois que cette fronde va peut-être redistribuer les cartes et renforcer un pôle au sein de cette coalition Yewwi Askan Wi. Je pense peut-être au pôle Taxawu Sénégal, au pôle incarné par Ousmane Sonko et le PASTEF les Patriotes et certainement le PUR de Serigne Moustapha Sy. Donc on va... Il y a également le Wallu. Le Wallu également, sauf que bon, le Wallu c'est assez compliqué puisqu'ils sont venus après et puis je crois que ça va être une occasion peut-être pour que Yewwi se restructure et que à travers cette restructuration on aille vers des évolutions futures. Alors est-ce que cette fronde peut avoir un impact négatif sur Yewwi le jour même des élections, parce que ça peut créer des aléas même dans la tête de celui qui veut choisir Yewwi comme... Oui, naturellement, lorsque vous regardez un peu les différentes coalitions de l'opposition, et cela c'est depuis 2017, on parle de Manko Taxawu Sénégal, Manko Wattu Sénégal, on parle de Aar Sénégal, on parle de Yewwi Sénégal, Yewwi Askan Wi, on parle de Wallu. Donc on est toujours dans cette dynamique où on a deux idées, l'évidence de la souffrance du peuple et l'urgence du secours. Donc dans ces conditions-là, lorsque on se rend compte que finalement les leaders ne sont intéressés ou ne semblent l'être que par rapport à leur ego et à leurs intérêts politiques, pour ne pas dire politiciens, cela peut créer une certaine désaffection de la part de l'électorat. Mais d'un autre point également, comme je le disais tantôt, peut-être que s'il y avait eu plus d'inclusion, de discussion et de consensus dans la confection des listes, cela aurait pu être minimisé. Mais en tous les cas, je crois qu'il y a une dynamique d'aspiration populaire qui est incarnée aujourd'hui par cet élan de l'opposition. Et je crois que ceux qui ne vont pas s'engouffrer dans cet élan risquent d'être laissés en rade par le train. Sauf que, professeur, il y a toujours ce problème d'ego et de leadership qui mine l'opposition sénégalaise. Jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé une solution à leur ego, à leur leadership. Je crois que c'est normal qu'il y ait un choc des ambitions, un choc des idées, un choc des personnes et même un choc des intérêts. C'est normal. Mais je crois qu'avec la définition de règles pertinentes, de règles opératoires et de règles justes et équitables, partagées, discutées par l'ensemble des acteurs, je ne dis pas qu'on peut empêcher l'expression de frustration, qu'on peut éviter cela totalement, mais on peut ramener cela à une dimension réduite, voire marginale. Sauf qu'il n'y a pas une confiance entre ces différents acteurs de l'opposition. Quand on entend les accusations du genre que Khalifa Ababacar Sall est la taupe du président de la République, ça aussi, ça pose problème. Et aujourd'hui, les leaders de l'opposition ont évoqué des termes comme manque de respect
absence de démocratie même au sein de cette coalition? Oui, je crois que c'est la méthode de travail qu'il faut revoir et les critères objectifs à mettre en avant. Si on privilégie l'inclusion et la concertation dans le cadre de la coalition Yewwi Askan Wi, que tous les leaders soient impliqués, qu'ils puissent s'exprimer parce que c'est des leaders, qu'on puisse discuter des critères mis en place, mis en œuvre, je crois qu'on peut réduire ces suspicions parce que si tel n'est pas le cas, si on va à l'encontre de cette nécessité de cultiver le consensus entre les acteurs, eh bien il y a toujours ces risques de penser que tel ou tel ne joue pas franc jeu ou en tout cas est en train de dévoyer les intérêts de la coalition. Mais est-ce que Yewwi ne risque pas d'imploser à l'orée des législatives? Peut-être pas d'imploser parce que aujourd'hui ceux qui n'ont pas été investis n'ont pas de solution alternative et c'était peut-être aussi la stratégie. Ils ont même réitéré leur ancrage dans Yewwi. Leur ancrage dans Yewwi, effectivement, mais est-ce qu'ils vont s'impliquer comme cela se devrait? Est-ce qu'ils vont mobiliser les militants comme cela se devrait? C'est une question légitime qu'on peut se poser, mais l'autre question aussi, comme je le disais tantôt, c'est qu'il y a une dynamique, une ferveur populaire qui accompagne ce renouveau, ce dynamisme de l'opposition et que c'est finalement le peuple qui va décider et ce peuple-là peut s'engouffrer dans cette brèche. Alors, la coalition stratégique entre Yewwi et Wallu, est-ce que ça peut apporter une différence au niveau des départements face à la force quand même de Benno Bokk Yakaar? Bien entendu, puisque le scrutin au niveau des départements, c'est un scrutin majoritaire à un tour, c'est-à-dire qu'avec une seule voix de différence, on remporte tous les sièges. Donc il faut privilégier l'efficacité, le pragmatisme politique pour investir ceux-là qui, dans les départements, sont les mieux à même à capter le plus grand nombre de voix possible pour pouvoir engranger le maximum de sièges afin de modifier éventuellement l'allocation des forces politiques au sein de l'Assemblée nationale. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça peut être une bonne stratégie, mais vu toutes les difficultés qu'il y a, ça peut relativiser cette mobilisation, cette ferveur populaire, mais dans tous les cas, c'est une liste de l'opposition qui me semble encore attractive et peut-être que tous ceux qui veulent exprimer des frustrations, exprimer leur ressenti par rapport à la conduite des affaires publiques peuvent s'engouffrer dans cette brèche. Et vous n'êtes pas donc d'avis, certains disent que ça peut se retourner contre eux, cette coalition Wallu et Yewwi. Vous n'êtes pas d'accord avec eux? Oui, bien entendu, ça peut se retourner contre eux parce que ça peut freiner les dynamiques de mobilisation des militants au sein des appareils au niveau des partis qui constituent cette grande coalition. Mais je dis qu'encore une fois, au-delà des appareils, il y a les Sénégalais il y a le peuple, il y a la populaire qui peut donc estimer qu'il y par rapport à une volonté de rupture, les Sénégalais peuvent donc choisir librement de voter pour cette coalition. Alors, au départ, il y avait 25 coalitions pour les parrainages. À l'arrivée, c'était 15, mais au dernier décompte, 8 seulement ont réussi le cap du parrainage. Aujourd'hui, quelle est votre lecture sur cette problématique du parrainage au Sénégal? Beaucoup l'ont dénoncé pour dire que ça torpillait la libre participation, et puis d'autres ont dit qu'il fallait un filtre quand même dans un pays où il y a plus de 350 partis politiques. Je crois qu'il faut d'abord relativiser le fait qu'on dise qu'il y a 300 partis politiques, mais les partis qui sont actifs, des partis qui ont des élus, qui mènent des activités politiques, c'est des partis qui sont relativement limités. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'en réalité, les différents partis politiques également ont le droit de pouvoir s'exprimer dans une démocratie. D'ailleurs, il y a certains auteurs comme Robert Dahl qui définissent la démocratie à partir de deux mamelles nourricières, c'est-à-dire l'élargissement de la participation politique et l'élargissement de la compétition politique. Parce que si des listes de candidats sont écartées alors que derrière ces listes, il y a des milliers de Sénégalais qui se reconnaissent en eux, eh bien, cela peut entraîner des frustrations. Et lorsque les frustrations ne sont pas exprimées dans une démocratie, cela peut être un danger. Et ce type de pathologie
incolore, indolore et inodore, lorsque elles se manifestent dans une démocratie, peuvent la remettre en question, tant il est vrai que c'est des logiques pernicieuses, c'est des logiques insidieuses qui, à la longue, peuvent entraîner une déflagration soudaine et brutale. Et je crois qu'il faut faire beaucoup attention à cela parce qu'on peut aller vers une falsification ou une déformation de l'expression de la volonté populaire. Mais quand même, c'est quand même grave, professeur, qu'une coalition de partis ne peut pas réunir le quota ou le nombre de parrainages requis pour pouvoir participer à une élection. C'est exister ou périr. Oui, mais je crois que si vous prenez le cas de Wallu, c'est la première force de l'opposition, par exemple. Ça a étonné tout le monde, d'ailleurs. Avec le Parti démocratique sénégalais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le Parti démocratique sénégalais, par exemple, a des garanties de représentativité à donner, tant il est vrai que c'est la première force de l'opposition au niveau du Parlement. Si on prend le cas de Benno Bokk Yakaar, imaginez que la coalition eût été recalée, cela poserait un problème, alors que Benno Bokk Yakaar détient et la majorité présidentielle et la majorité parlementaire. Donc, quelque part, est-ce que les partis qui ont déjà fait leur preuve de représentativité électorale, est-ce que ces partis-là, est-ce que le parrainage est pertinent par rapport à cela? Pour les partis qui n'ont pas fait leur preuve, oui, mais dans cette situation-là, il faut que le processus soit transparent, que ceux qui sont exclus puissent savoir exactement pourquoi ils ont été exclus et s'ils ont la possibilité de se rattraper, qu'on leur donne la possibilité de le faire. Parce que finalement, le but, ce n'est pas d'invalider des listes, mais c'est de permettre aux citoyens de pouvoir s'exprimer. Et c'est tellement vrai que dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, par exemple, en matière électorale, le Conseil fait toujours primer la volonté des électeurs et n'apprécie pas les illégalités et les irrégularités in abstracto, mais in concreto, c'est-à-dire compte tenu des circonstances de l'espèce. Oui, alors, mais il faut quand même un filtre, professeur. Au-delà même du filtre, il y a quand même la loi sur les partis politiques qui n'est jamais appliquée. Il faut quand même trouver une solution à ce qui arrive à notre Oui, nous sommes d'accord sur le principe du filtre, mais sur les modalités de mise en œuvre du filtre, il y a problème. Il faut que ce soit dans la transparence et dans la pertinence. Et ce n'est pas pertinent pour des partis dont la représentativité n'est pas à démontrer. Et c'est aussi nécessaire pour les autres partis que le processus soit transparent, parce que autrement on peut avoir l'impression qu'ils sont exclus injustement, privés injustement de leurs droits et à la longue, cela peut entraîner des soupçons et des suspicions sur le processus démocratique qui peuvent finalement entacher son intégrité et sa sincérité. Alors, il n'y a que des listes de Yewwi qui ont fuité. Benno Bokk Yakaar quand même a réussi à garder, entretenir le flou autour de ces listes. Est-ce que Benno pourrait aussi connaître des soubresauts, des frustrations également, si jamais les listes venaient à être publiées? Oui, peut-être naturellement, puisque on ne peut pas investir tout le monde et il y a une pléthore de prétendants à la candidature. Donc, naturellement, il peut y avoir des frustrations. Mais d'une part, si il n'y a pas de possibilité d'alternative, cela limite l'expression des frustrations, c'est-à-dire l'absence de listes parallèles, mais également, puisque le gouvernement n'a pas encore été constitué, c'est peut-être une stratégie du président de la République d'avoir différé la constitution du gouvernement. Peut-être que les uns et les autres peuvent être motivés quant à leur éventuelle nomination dans le gouvernement. Oui, parce que le président a ses décrets de nomination qui pourraient calmer les frustrés. Alors, et pour, par exemple, ce qui se passe dans Yewwi toujours, avec la liste départementale de Dakar qui pourrait être déclarée irrecevable parce que la parité n'aurait pas été respectée. Si c'était le cas, quelle serait votre lecture? Oui, je crois qu'aujourd'hui, Dakar est contrôlé majoritairement, pour ne pas dire massivement, par l'opposition. Quand vous prenez les voix de Yewwi Askan Wi et les voix de Wallu et les autres
et les autres voix de l'opposition, on a une majorité écrasante de l'opposition. Donc si la liste est invalidée, ce serait dommage pour la démocratie parce que ça fausse l'expression du suffrage. Et si nous voulons avoir des institutions solides, crédibles et fiables, il faut que la représentativité sociologique puisse être correctement traduite dans sa représentation juridique. Oui. Mais Yewwi, dans ce cas, ne sera pas exempt de tout reproche également s'ils n'ont pas respecté la parité jusqu'à être déclarés irrecevables. Oui, certes, la loi, c'est la loi, mais je crois que s'il y a des possibilités pour rectifier, je crois qu'il est possible de rectifier. Il n'y a pas de possibilité, professeur, vous le savez. Non, je veux dire... La loi ne permet pas de rectifier. Oui, mais par exemple... Une liste qui n'est pas paritaire. Oui, une liste qui n'est pas paritaire, mais toujours est-il qu'il y a des formalités, peut-être des possibilités, en tout cas une interprétation in favorem qui puisse être faite pour permettre à cette coalition de participer. Mais là aussi, il y a les intérêts de Benno Bokk Yakaar qui peut saisir également les juridictions pour contester cela. Donc, dans tous les cas, je crois qu'il y a une nécessité de réformer la loi parce qu'en réalité, on ne devrait pas pouvoir exclure comme cela parce qu'en excluant une liste, c'est des milliers et des milliers de Sénégalais qui ne voteront pas, de Sénégalais, puisque c'est une élection nationale qui ne voterait pas, et ce serait vraiment dommage. Ça fausserait l'expression du suffrage, et cela peut être dangereux pour la paix et la stabilité. Alors, dernière question, on a entendu aujourd'hui la société civile face à la presse pour réclamer, comme l'a dit la Cour de justice de la CEDEAO, la suppression de l'arrêté Maître Ousmane Ngom. Jusqu'à présent, au nom de la souveraineté, l'État du Sénégal refuse de se soumettre à cette décision de la Cour de la CEDEAO. Je crois qu'il faut traiter cette question avec beaucoup de responsabilité parce que le centre-ville sénégalais est très névralgique. Imaginez si on a une manifestation et que 1 million de Sénégalais marchent en même temps vers l'endroit où pratiquement toutes les institutions sont concentrées. Eh bien ça peut être une source de déstabilisation de l'État. Bien entendu, on devrait pouvoir manifester sur tous les endroits du territoire, mais il est possible d'organiser d'encadrer les modalités, qu'il y ait peut-être, comme cela s'était fait le 2 février 2000, avec la fameuse marche du FRTE, le Front pour la régulation et la transparence des élections, qu'il puisse y avoir une marche jusqu'à peut-être à hauteur de Sandaga, et puis après qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui puissent continuer et apporter un mémorandum. Je crois que c'est des réflexions qu'il faut avoir entre pouvoir et opposition, mais cela suppose qu'on sorte de cette suspicion et qu'on puisse ensemble discuter sereinement, objectivement, pour voir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, et dans le respect de l'état de droit. Merci beaucoup, professeur. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé en sciences politiques à l'UGB, l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci d'avoir suivi et très bon week-end à tous et à toutes.